Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les écrans, ça s'apprend. Vous savez, c'est désormais une maxime ici dans cette émission pour vous aider à avoir une éducation plus raisonnée, plus raisonnable justement de ces objets électroniques. Le Clémy diffuse la série La famille tout écran avec nous, l'épisode 2 de la saison 2. C'est aujourd'hui, messieurs, dames. Il a une idée derrière la tech, c'est Damien Douanier. Et Damien, aujourd'hui, on connaissait le métavers jusque-là. Pas de souci, tu nous emmènes dans le Winkiverse. Voilà, on va mélanger du jeu réel, virtuel et bien sûr des NFT, entre autres, bien sûr. Bon oui, parce que c'est le Web 3, tout simplement. Notre question du jour, allez, on vous emmène à l'abordage d'une nouvelle ère de la création et de la sobriété. Vous allez le voir, d'ailleurs, les deux ne sont pas antinomiques, loin de là. L'intelligence artificielle est-elle le sparring partner des créateurs et des créatrices? Comment imaginer un métavers qui ouvre littéralement les possibles et étend les imaginaires? On vogue sur l'odyssée de l'intelligence artificielle avec deux créateurs majuscules, Michel Lévy-Provençal, CEO de Brightness quand même toujours, mais auteur en ce moment de Nous Antara, l'Odyssée infinie. Bonjour à vous. Bonjour. Et Yacine Aïd Kassi, pourtant je le connais par cœur, son prénom Yacine Aïd Kassi, enfin pionnier de la création digitale en France. Vous travaillez sur l'immersion depuis plus de 25 ans, directeur artistique de la fondation Elix. Elix, c'est ce personnage ambassadeur digital des Nations Unies. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Et vous le savez, éduquer aux médias et à l'information, c'est la mission du Clémy depuis près de 30 ans. Aujourd'hui, on démarre l'épisode 2 de la saison 2 de La famille tout écran. Mais qu'est-ce qui va encore arriver à notre famille préférée? Maman, tu fais quoi? Je viens vous sauver. Théo, il est temps que tu apprennes quelque chose sur moi et aussi sur ton père. Je vais devenir chauve comme lui? Pire que ça, on est en fait des fans de disco. Alors, ils étaient pas trop cool tes parents? Ouais, bah, ce qui est cool surtout, c'est que à part toi et quelques amis, personne n'a vu cette vidéo. Bah moi, je la regarde en boucle, j'adore. Imagine que cette vidéo, tout le monde puisse la voir ou la partager, ce serait la honte. Revenons-en à toi. Premièrement, tu sais que tu dois pas t'inscrire sur les réseaux sociaux, même si je sais que la plupart de tes amis sont déjà dessus. Deuxièmement, même si tu penses que tout le monde oubliera ces vidéos, c'est faux. Elles laissent des traces. Et on peut facilement les enregistrer, les copier et même les transformer. C'est noté. Bien. Tu sais, chérie, ça me manque. La danse? Les cheveux. Attention, toutes nos publications laissent des traces. Avant 15 ans, les enfants doivent obtenir l'accord de leurs parents pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'à 18 ans, les parents sont responsables de leurs publications. Protégez votre intimité, ça vaut plus que des likes. Parole de tablette. Oui, des pompiers? Oui, alors avec ma femme, on est des fans de Dirty Dancing et on vient d'essayer de refaire le porté de Patrick Swayze à la fin et bah, visiblement, j'ai pas la même force. Vous pouvez venir? Ça sent le vécu là sur le portrait et sur le porté surtout de Patrick Swayze en plateau. Ça te rappelle les souvenirs peut-être, Damien? Oui, mon dernier mariage. Ah bah, par exemple, voilà, ça c'est fait. Michel Lévy-Provençal et Yacine Aïd Kassi sont avec nous en plateau parce qu'on va justement se projeter dans des futurs possibles et désirables ensemble. On va le faire notamment avec l'aide de l'intelligence artificielle. On ouvre notre talk tout de suite. Et on a beaucoup de chance justement de vous avoir, messieurs, avec nous aujourd'hui en plateau parce qu'on va embarquer pour une odyssée infinie. Si je reprends d'ailleurs la tagline de la série justement que vous proposez en ce moment en ligne, à la fois en écrit et en audio, Michel Lévy-Provençal, Nous Antara, cette odyssée infinie, odyssée dans laquelle vous nous invitez aussi, Yacine, avec Elix notamment, le personnage que vous avez conçu, qui vous suit d'étape technologique en étape technologique, de création en création. Elix est l'ambassadeur digital des Nations Unies, qui porte notamment très haut les couleurs des objectifs de développement durable. J'avais une première question à vous poser, messieurs. L'intelligence artificielle, pour vous, c'est quoi aujourd'hui? C'est un sparring partner des créateurs que vous êtes? Michel? Oui, l'intelligence artificielle nous a fait passer d'un monde où elle exécutait des tâches à un monde où elle est capable désormais d'imaginer des choses.
d'imaginer des récits, de créer des images, peut-être demain des vidéos, des mondes, des métavers. Et cette évolution, elle est majeure, elle est potentiellement révolutionnaire parce qu'elle nous remet, nous humains, dans une position radicalement différente. On imaginait en tant qu'humain et la machine exécutait. Désormais, puisque la machine est capable d'imaginer et de créer, quel est notre rôle ? Et c'est là que la complémentarité peut se faire, puisque notre rôle consiste aussi désormais, grâce à la machine, à sélectionner, à diriger la machine et plus simplement à lui demander d'exécuter des tâches. Yacine, vous avez vu ces évolutions, ces sauts finalement technologiques s'opérer depuis près de 25 ans. Vous êtes un artiste qui travaille à base justement d'immersion depuis toutes ces années. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez l'intelligence artificielle évoluer ? Est-ce que ça devient en effet ce partenaire qu'on attendait pour aller plus loin dans la création et dans les imaginaires ? Non mais exactement, vous avez prononcé le mot, c'est-à-dire pour moi c'est une étape supplémentaire qui était prévisible. Hein. Le terme intelligence artificielle est un faux ami parce que du coup on imagine quelque chose qui effraie beaucoup de gens, mais effectivement c'est un assemblage très pointu, donc qui permet d'ouvrir ce dialogue, mais il ne faut pas oublier que c'est en fait un dialogue dans les deux sens, parce que l'intelligence artificielle ne va pas chercher sa connaissance dans l'univers totalement abstrait. Elle vient se nourrir de notre propre culture. En fait, c'est même quasiment une façon de dialoguer avec notre culture, avec notre civilisation et toutes les civilisations, parce que finalement, cette intelligence, enfin, en tout cas, cette façon de concevoir, elle va s'alimenter avec du contenu qui est produit par notre civilisation depuis qu'elle est en capacité de produire des images. Donc en fait, c'est même quasiment une façon, effectivement, et Michel en parlait, d'échanger, mais sur la base d'une façon de reclasser en fait l'immensité de notre culture, dont malgré tous les efforts qu'on peut faire, on a accès qu'à une partie qui est infinitésimale par rapport à tout ce qu'on ne connaît pas. Oui, parce que pour justement entraîner ces modèles d'intelligence artificielle, on a coutume de dire qu'on leur donne justement à voir, à manger, même de façon toute simple, des données. Alors ces données, elles peuvent être extrêmement variées et variables. Là, pour pouvoir justement construire ces imaginaires, ces futurs possibles avec ces nouvelles plateformes et nouveaux systèmes d'intelligence artificielle, il va falloir leur donner à voir des infos sur l'histoire, sur la civilisation, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la futurologie. Vous êtes très habitué à cette science, Michel Lévy-Provençal, notamment avec la quantité de personnages absolument incroyables, les futurologues que vous avez mis sur scène avec TEDx Paris, du côté de Brightness. Ça veut dire qu'on va aller puiser justement dans tous ces possibles pour recomposer de nouveaux possibles. C'est de l'inception de possibilités. Il y a en effet deux approches qu'on peut évoquer. La première approche, elle est très technologique. Quand une intelligence artificielle, alors on rentre un tout petit peu dans l'aspect technique de la chose, comme GPT-3, qui est le petit nom de l'intelligence artificielle que la plupart des acteurs aujourd'hui utilisent pour générer du texte, typiquement. Damien, par exemple, a donné une chronique il n'y a pas si longtemps, il utilisait GPT-3 pour fabriquer cette chronique. Vous l'avez vu, ça me fait plaisir. Eh bien, cette intelligence artificielle, elle a nécessité plus de 500 gigaoctets de données pour pouvoir construire l'ensemble de ces éléments qui la constituent. C'est près de 5 millions de dollars juste de capacité machine, de calcul, qui ont été injectés pour pouvoir construire ce réseau de neurones. Un réseau de neurones, c'est quoi ? En quelques mots, vous donnez énormément d'informations à une machine et la machine est capable de se configurer, de se paramétrer en mettant des poids, de sorte à ce que la prochaine fois que vous donnez une information en entrée, elle génère en sortie une information qui est cohérente, qui est consistante, qui est en somme cohérente avec les informations qu'elle a ingérées au départ. Il y a plusieurs formes d'alimentation ou de paramétrage, on appelle supervisé ou non supervisé. Dans le cas de ces algorithmes, de ces réseaux de neurones, ce sont des réseaux de neurones non supervisés, des intelligences artificielles non supervisées. C'est qu'on n'a pas besoin explicitement de les former, on leur donne massivement des données, elles apprennent entre guillemets toutes seules. Et donc, sur cette base-là, on est capable de voir que ces machines, ces intelligences artificielles,
permettent de créer de la combinatoire. Elles sont capables d'imaginer, de générer des textes, des récits de manière massive. Et donc, et c'est le deuxième aspect quand on fait de la futurologie, ou quand on fait de la prospective, ce qu'on fait, c'est on n'imagine pas un futur. Ça n'existe pas. Ça, c'est le travail des oracles. Les futurologues imaginent des futurs possibles. Toute une myriade de futurs possibles. Et donc, on a plein de méthodes pour le faire. On pourra peut-être rentrer un peu plus en détail sur la méthodologie. Mais en somme, on imagine des scénarios possibles pour le futur à 5 ans ou à 10 ans. Moi, c'est mon métier. Donc, on s'aperçoit très vite que plus on est capable de combiner des tendances pour faire des scénarios, plus on est capable de tomber à un moment donné sur un scénario qui pourrait advenir. Et donc, si on a préparé ce scénario, eh bien on est mieux préparé, on est moins surpris par ce scénario qui se produit. Et donc, la combinatoire permet d'augmenter cette capacité de génération des scénarios et donc de démultiplier notre capacité en tant que futurologue. Et c'est exactement ce que je fais, ce que font certains futurologues qui utilisent l'intelligence artificielle pour générer des scénarios. Ça veut dire que c'est un peu comme le loto, 100% des gagnants auront tenté leur chance en matière de futur possible. C'est un peu ça. Et surtout que l'intelligence artificielle est capable de générer autant de grilles possibles de lecture, grâce à sa capacité de génération massive. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu perdu justement dans ce tourbillon de futurs envisageables, possibles? Est-ce qu'ils sont tous souhaitables? En fait, l'image, elle a déjà été écrite. Si on pense à la bibliothèque de Babel, de Borges, on a effectivement toutes ces possibilités. Est-ce qu'elles sont souhaitables ou non? C'est justement là où le dialogue est intéressant, parce que que ce soit la combinatoire ou les propositions, parce que l'on a parlé du texte, mais la dimension des images est aussi très impressionnante. Et notamment dans votre travail. Des espaces, et je pourrais en parler. Mais en fait, c'est là où aussi, nous, en tant qu'être humain de chair, avec d'autres contraintes qui ne sont pas alimentées par du courant électrique, mais par des aliments et une culture différente, c'est là que justement on a également un devoir de vigilance, une dimension éthique et cet art de faire des choix qui préside à tout projet humain et toute forme de direction, que ce soit une direction artistique, une direction éditoriale ou n'importe quel projet politique dans son ensemble. Oui, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans vos deux travaux, dans ces deux expérimentations que vous menez, l'idée c'est de se dire que cette intelligence artificielle, elle va devenir co-créatrice de ces métavers, ces univers pour Alix d'un côté, de cette odyssée infinie avec Nusantara de l'autre, et en même temps, elle a un propos très politique. C'est-à-dire que les futurs possibles qu'elle est en train de décrypter avec vous, dans lesquels elle nous engage, ce sont aussi des futurs qui vont engager des questions de changement climatique, de sobriété peut-être à venir, de nouvelle économie de la création, de nouvelle citoyenneté aussi pour les utilisateurs et utilisatrices que nous sommes. Oui, bien sûr. Alors, en tant que prospectiviste, notre rôle n'est pas d'émettre un jugement ou en tout cas de tenter de diriger les scénarios qui pourraient advenir. Notre rôle, c'est d'identifier ces scénarios, de les mettre à la disposition des décideurs, des acteurs économiques, des acteurs politiques, pour qu'ensuite les décisions soient prises. Mais oui, en effet, parmi les différentes tendances qui sont utilisées pour créer ces scénarios, il y a évidemment des tendances économiques, on a parlé de la sobriété, il y a des tendances politiques, la question de la démocratie ou des nouvelles formes de gouvernance sont étudiées pour pouvoir imaginer des scénarios possibles, les questions environnementales, évidemment, les questions technologiques, bref, toute une série de tendances qui sont, je dirais, la matière première nécessaire pour construire ces possibles scénarios. Mais encore une fois, ce sont les citoyens, les politiques, les acteurs économiques qui ont la responsabilité de faire advenir tel ou tel scénario. Et ça, tout un chacun a un rôle à jouer. Donc ça veut dire qu'encore une fois, vous en tant que créateur, futurologue, et avec l'aide de ces IA, on va parler de leur système en particulier dans un instant, vous générez ces futurs possibles et les citoyens ont le final cut. Alors,
Moi, j'aurais une approche un petit peu différente parce qu'évidemment, la Fondation Helix, on a un objectif qui est quand même de plus en plus court terme. Hein. Il était à moyen terme il y a quelques années, mais ce sont accompagner les objectifs de développement durable. Donc qui sont quand même en plus une étape, hein, parce qu'on voit bien qu'en cours de route, il va falloir en plus accélérer et que les principes de régénération sont aussi de plus en plus urgents. Et en même temps, tout se passe dans le même espace-temps. C'est-à-dire qu'on a cette émergence, alors on a parlé de l'IA, mais vous en avez parlé tout à l'heure, et c'est le buzzword de l'année, les métaverses, les NFT, la crypto, et malgré la crise actuelle, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir de tous les côtés, et ça se passe dans le même espace-temps que le dernier rapport du GIEC qui nous dit on a 3 ans pour changer le système, les températures qui deviennent complètement folles, les conséquences politiques, sociales, des tensions internationales, tout ça se passe en même temps. Donc à un moment donné, on se dit, le principe des objectifs de développement durable, tout est lié. Il y a des interactions subtiles entre toutes les crises. On l'a vu avec la crise sanitaire, économique, sociale et tout ce qui en a suivi. Pourquoi ne pas essayer de voir quelle serait la bonne interface pour faire en sorte que l'émergence d'un côté puisse également faire partie des solutions de l'ensemble des crises de l'autre. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on le travaille. Et puis effectivement, en tant qu'artiste également, on a, on ne va pas dire c'est une fonction, ce serait peut-être, mais il y a quand même ce besoin d'imaginer ou de proposer au public des imaginaires dans lesquels il puisse projeter ces fameux futurs qui sont moins anxiogènes que la plupart des scénarios qu'on peut lire aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu quand même cette volonté de tirer vers ces possibles. Et un possible où on est plus dans l'attente d'un espoir, de solution aussi, de pragmatisme, parce qu'on a vu tout au long de cette saison monter le phénomène d'éco-anxiété, notamment chez les plus jeunes. L'éco-anxiété, c'est avant tout la peur du futur, Michel. Oui, le futur fait peur à partir du moment où on le voit avec les lunettes du présent. Autrement dit, quand on voit le futur depuis le présent, le futur n'est qu'incertitude. Ce que font les acteurs qui essaient de se projeter dans le futur pour ensuite agir dans le présent, c'est de changer complètement le point de vue. Ils voient d'une certaine manière le présent depuis le futur. Et ce changement de paradigme fait que le futur n'est plus un risque, c'est une opportunité potentielle. Et c'est exactement ce que je fais quand je travaille par exemple avec des entreprises. Mon métier, c'est de travailler avec des entreprises pour les aider à être, non pas faire en sorte de connaître à l'avance le futur, autrement dit, de réduire à zéro l'incertitude, c'est impossible. Mais de réduire la surprise que génère l'incertitude, ce qui est complètement différent, en leur donnant les moyens d'anticiper des possibles scénarios. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je suis beaucoup plus en retrait par rapport aux décisions. Moi, je présente des scénarios possibles qu'on co-construit avec ces entreprises et ensuite, ce sont ces entreprises qui prennent leurs décisions en fonction, évidemment, de tous les facteurs environnants, régulation, politique, économique, leurs clients, leurs partenaires, etc. Damien. 2 questions, messieurs. La première, c'est est-ce que l'IA peut être émancipatrice de l'imagination? Et 2, est-ce qu'il n'y a pas des biais qui peuvent être liés à des IA qui, a priori, pour l'instant, sont encore codés par des humains? Ça ne va pas être si rapide que ça, finalement, vous pourrez répondre. Je le confirme. Faites court. Est-ce que ça libère l'imagination? Oui, parce que de toute façon, l'imagination est infinie et qu'elle n'est entravée que par notre propre capacité à s'alimenter. Et donc, c'est encore une fois cette espèce de dialogue dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des biais? Forcément. Il y a forcément des biais algorithmiques, mais aussi des biais culturels. De quelle manière on va s'alimenter? Notre façon aussi de l'envisager. Est-ce qu'on est capable de les repérer? En fait, pour l'instant, c'est tellement vertigineux qu'on essaye de voir dans ce dialogue quel échange peut être fait. Donc, mais je pense que la réponse est oui aux deux. Et il y a énormément d'autres questions dont on n'a même pas le vocabulaire pour les poser qui vont arriver dans les années qui viennent. Michel, sur les biais notamment? Oui, je suis complètement d'accord. Pour compléter un seul point, sur la capacité de création qu'offre l'IA, ce qui est assez extraordinaire, c'est que pour toutes les personnes qui ont un jour commencé à écrire, il y a cette peur de la page blanche. C'est ce moment où on est seul face à la page avec un stylo. Eh bien, l'intérêt de l'IA,
ce type d'IA, c'est qu'on engage un dialogue avec elle. Et donc, la page blanche se transforme en une conversation qui ensuite génère une proposition qui ensuite génère peut-être potentiellement un récit, une histoire, ou tout simplement une conversation d'ailleurs. Dans Nusantara, beaucoup du texte est constitué de conversations avec cette IA. Et on va revenir justement dans un instant au très concret, au travail justement que vous fournissez avec Nusantara et avec la Fondation Helix et cet archipel de possibles. Mais d'abord, on fait un tour du côté de notre planète où nous tient la planète Tech. C'est le zap de Cheryl Jessica Isengay. No, you really make the light not so blue anyway. Watch. Watch. Right over here. Comes in over here. Until your kids learn to control themselves. Where is it? Do you have it? Check your hands. Is it on the chin? Let me see. Can I hold it? Where'd it go? Oh, you got it. Check your hand now. Look. Look on your hand. 1, 2. 1, 2. Where is it? Can you throw it to me? Throw. Oh. 小老妹儿你好妆容，可我家有点穷啊。我吃完了这顿我没下顿，没办法一条龙。Retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Michel Lévy-Provençal, CEO de Brightness, auteur de Nusantara, l'Odyssée infinie, et de Yacine Aïd Kassi, bien sûr, pionnier de la création digitale en France, artiste numérique et surtout directeur artistique de la Fondation Helix. Rebonjour messieurs, on reprend notre conversation dans un instant, mais d'abord, je pense que finalement, l'idée qui est derrière la tech de Damien Douani ne va pas être très éloignée de ce qu'on était en train de se dire. Marjorie, est-ce que tu crois au métaverse? Totalement. Alors pour ma part, je suis un peu, on va dire, entre deux, entre fascination de ce nouveau web immersif qui se dessine et à la fois très méfiant de toutes les promesses que l'on peut faire autour de celui-ci. Et bien entendu, le monde de l'éducation, lui, n'y échappe pas. En France, on a deux gros projets qui se positionnent. On a à la fois d'un côté Quark, avec MetaQuark, qui a été reçu sur ce plateau, Absolument. Et Winky, avec le Winkyverse. On note au passage qu'ils font beaucoup d'originalité sur les noms. Et il y a toujours un verse quelque part. Voilà, ou un méta quelque part. Dans tous les cas de figure, c'est de ce deuxième dont je vais vous parler, puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient mettre en vente les 2000 premiers terrains du Winkyverse. Ce sera le 18 juillet. Et bien sûr, pour l'instant, c'est uniquement réservé à ceux qui ont acheté des Winkybot NFT. Oui, parce qu'en fait, quel est le rapport avec le Winkyverse? Je comprends bien que ça va se pluguer sur le petit robot Winky qu'on connaît déjà dans cette émission, mais alors justement, je vais oui, rappeler... comment se fait justement ce lien? Alors justement, on va peut-être faire un rappel des épisodes précédents pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Winky. Winky, c'est un petit robot, on va le voir à l'image, qui est tout mignon, qui ressemble à un chat, qui aurait mangé un ballon de foot. D'ailleurs, je l'ai découvert, pour tout vous dire, lors d'un événement organisé par Michel, il y a quelques temps de ça, il y a un moment de ça. Voilà. Et il est programmable, il est bourré de capteurs, et il est le fruit de l'imagination d'une équipe issue de Polytechnique. Il a été adopté par plus de 100 000 familles, et désormais, ils veulent
l'équipe, et lui, Winky, bien sûr, veut se basculer dans l'avenir du Web 3, les NFT, la blockchain, la crypto et bien sûr le métaverse. Et sur le papier, eh ben, le projet est assez malin. Donc il veut s'auto-basculer dans le métaverse, ok, il fait ce qu'il veut, Winky, oui. Il a tous les pouvoirs. Mais qu'est-ce qui différencie ce Winkyverse des autres métaverses? Alors l'idée, bien sûr, c'est donc de se positionner comme un univers éducatif, mais qui va être composé de 2 univers différents. Le premier, c'est le Winkyverse Kids. Donc d'un côté, c'est gratuit, il n'y a pas d'éléments monétaires, il n'y a pas de publicité, c'est adapté aux enfants, tout va bien. De l'autre, on a la partie pour adultes, tout va bien aussi. Hein, mais, de l'autre, tout va mal, ok. Mais qui propose un contenu très différent qui, lui, va être monétisé avec des tokens, du NFT, du play to earn, etc. En gros, l'idée, c'est de créer un univers pédagogique complet et commun dans lequel on va avoir un espace préservé pour les enfants et de l'autre, un environnement plus ludique et rémunérateur pour les adultes. Donc en clair, c'est les parents qui payent pour les enfants, ça ne change pas. C'est l'île aux enfants d'un côté et c'est Las Vegas de l'autre. Mais là où ça devient intéressant, c'est que c'est les composantes de tout ça. On va le voir en vidéo. Il y a d'abord le Winkyverse Kids, donc comme je le disais, qui permet d'explorer le monde virtuel en 3D en interagissant avec Winky, justement. Donc on va pouvoir interagir avec Winky via l'application Winky Play. Et en clair, on va faire une passerelle entre le monde réel et virtuel avec Winky qui va, on le voit, devenir une sorte d'énorme joystick. Ça, c'est le premier point. Okay. On va pouvoir faire de la programmation aussi, et donc on va pouvoir créer des choses. Ensuite, côté adulte, les revenus vont être générés par l'achat de terrains, par des mécaniques de jeu, et la création d'objets grâce au Winky Maker. On pourra ainsi créer des versions spécifiques virtuelles de Winky, donc des petits Winky virtuels, qui, vous me voyez venir, hein, vont ensuite être proposables par NFT sur la plateforme Winkyverse. Et la promesse est aussi de dire que ce serait éventuellement proposable sur d'autres métaverses comme Decentraland ou The Sandbox. Ça, c'est la promesse. Après, il faut que ce soit encore interopérable. Et puis, pour finir, on le voit à l'image, il y a le Winkyverse lui-même, où les habitants de lieu vont pouvoir, comme dans SimCity, développer leur terrain, le personnaliser, y proposer eux-mêmes des expériences ludiques. Et bien sûr, il y aura une monnaie. Et la monnaie, qui est basée sur une blockchain, c'est les Winkies. Alors, ça fait vraiment fuser à plusieurs étages. C'est intéressant, c'est très ambitieux, mais est-ce que ça l'est pas peut-être un peu trop? Alors, il faut reconnaître que sur le papier, c'est extrêmement ambitieux, c'est très original, c'est très complet. Ça mélange de la pédagogie, du jeu, de la découverte, des mécaniques économiques, de la quête, puisqu'il y aura une logique de jeu aussi, où les parents donc, vont financer l'univers des enfants. Est-ce que c'est trop ambitieux? Je ne sais pas, soyons ambitieux. Faisons un scénario de fou et soyons ambitieux. Eux, ils le sont, tous les cas de figure. Et donc, d'ailleurs, ils lancent donc leur première vente de terrain. Les 2000 premiers terrains en vente le 18 juillet sera composé d'un groupe d'îles, d'un archipel qui va s'appeler l'île des Pionniers. On dit même... Ça, c'est eux qui le disent, hein, qu'il y aurait un grand monument qui sera érigé à l'honneur des premiers pionniers qui seront là, des premiers habitants de Winkyverse. Et ces premières îles auront des avantages exclusifs dans le smart contract, comme des taxes préférentielles. En clair, si vous avez l'âme d'un Christophe Colomb, c'est le moment de sortir la carte bancaire. Mais c'est aussi peut-être la meilleure façon pour les enfants de comprendre comment ils vont pouvoir accéder au Web3, au métavers, et à ces notions ensuite de crypto, de NFT, de se mettre dans les mains en fait cet univers complet, cette nouvelle vision même du web tout court. Oui, parce qu'en fait il faut avoir en tête que la partie enfant est vraiment réservée pour les 4-12 ans. Donc c'est vraiment une logique de marchepied avec un univers vraiment adapté à eux et sécurisé, préservé, pour faire en sorte qu'ils commencent justement à mettre les doigts un peu là-dedans. En gros, ils ne passent pas à l'écran du smartphone, ils passent carrément directement au métavers. Pourquoi pas? À voir. Pourquoi pas? C'est une proposition qui pourrait vous intéresser, Yacine et Michel? Oui, complètement. Enfin, en tout cas, ça fait partie des étapes et on va en voir pas mal jusqu'à... Parce que le mot métavers, ça cela d'intéressant qui vient de la science-fiction et pas de la science comme quand on parlait d'Internet. Donc, évidemment, on a un monde de possibles qui s'ouvre. Après, effectivement, quand on envisage ces futurs possibles, c'est... Et Michel le disait très bien, c'est bien de ne pas les regarder sous l'angle du présent et avec les lunettes du présent, parce qu'il y a quand même des passages à faire entre les deux mondes. Et rappelons quand même, parce qu'on parle d'éducation, qu'il y a encore 50% des habitants de cette même planète qu'on partage tous, qui n'ont pas encore accès à Internet. Donc il y a un énorme travail à faire encore pour faire en sorte que tout le monde participe de cette histoire qui s'écrit. Mais évidemment, sur le papier, on a envie d'aller voir. L'accès à l'information et à la connectivité qui fait aussi partie, évidemment, des
des objectifs de développement durable. On y reviendra dans un instant. Michel, honnêtement, le Winkiverse, vous y entreriez aussi facilement ? La dimension ludique et éducative pour les enfants peut être intéressante. Pour ce qui concerne les adultes, je pense que des plateformes massives, déjà comme Meta, ont du mal à attirer du monde, on voit, malgré les investissements. Roblox, qui est aussi massif pour les enfants, là, arrive à attirer effectivement beaucoup de joueurs. Maintenant, là où je suis un peu dubitatif, c'est sur la capacité à scaler, autrement dit, à prendre des parts de marché. Donc, on va voir. Absolument, to be continued, quoi, comme on dit dans le jargon. Merci Damien pour cette idée derrière la tech et devant l'écran. Et tout de suite, on reprend évidemment notre discussion. On la continue, en fait. Oui, parce que cette discussion, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée, messieurs, puisqu'on parlait de métavers grâce à Damien il y a un instant, une métavers éducatif, une métavers pour enfants. Et les histoires, les océans de possibles dans lesquels vous nous entraînez on part à l'abordage avec vous de ces futurs-là, finalement, nous permettent aussi de nous mettre dans les mains, si j'ose dire, ces étapes technologiques qu'il va falloir passer les unes après les autres. Je voulais revenir d'abord sur le système, justement, d'intelligence artificielle que vous utilisez, Michel, pour co-créer Nusantara. C'est DALL-E. DALL-E, vous avez bien entendu, on peut l'orthographier comme Wall-E chez Pixar et en même temps le prononcer comme le peintre, parce que c'est le système IA qui fait littéralement bruisser tout l'univers de la création. Il a été développé par OpenAI, qui est l'entreprise d'Elon Musk. D'abord, générer des images à partir de l'imaginaire d'une personne, ça marche comment concrètement ? Nusantara est un objet narratif qui a trois formes. Une forme textuelle, et pour le texte, je n'utilise pas DALL-E, j'utilise GPT-3 et ses dérivés. Une forme graphique, donc des illustrations de chaque chapitre. Et là, en effet, j'utilise DALL-E. Et enfin, une forme podcast. Et là, j'utilise plutôt des algorithmes qui sont assez basiques de text-to-speech mêlés à une voix humaine. Donc DALL-E n'est qu'un composant du dispositif complet. Et en effet, c'est un algorithme, c'est une intelligence artificielle qui a été nourrie massivement avec des images. Quand on regarde notamment ce qui était capable de générer une intelligence artificielle comme DeepMind, par exemple, celle de Google, dans les années 2012, vous lui donnez des termes, un mot-clé, ça pouvait être, par exemple, dessine-moi un short, dessine-moi une vis, dessine-moi un oiseau. Et donc, vous voyez des images à l'époque qui étaient vraiment très basiques, vous deviniez effectivement les formes. Et on a vu évoluer de manière assez radicale la capacité de génération d'images des machines entre 2010-2012 jusqu'à 2020. Le moment où ça a été vraiment flagrant, c'est avec l'apparition de la deuxième version de DALL-E, qui n'est pas encore ouverte au grand public, qui n'est qu'accessible quand sur liste d'attente et en version bêta. Vous n'avez pas encore la chance de pouvoir y accéder. Alors, j'ai pu utiliser, mais je n'ai pas de compte personnel, je suis toujours en waiting list. Voilà, pour beaucoup d'acteurs. Tout le monde est sur waiting list ici sur ce plateau. Bon, ok, d'accord. Je pensais que pourtant ça donnait des droits supplémentaires, mais non. Mais la version 1 est déjà extrêmement efficace. Et d'ailleurs, dans Nusantara, chacun des chapitres a été illustré par des images que je n'ai pas du tout dessinées, que je n'ai pas du tout modifiées d'ailleurs. Elles ne sont générées qu'à partir, d'ailleurs on en voit une à l'écran, elle n'a été générée qu'à partir d'une simple phrase. Donc vous lui demandez par exemple de dessiner un archipel futuriste, vous pouvez le faire dans toutes les langues d'ailleurs, ça marche très bien, et au bout de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, la machine vous génère 5 à 10 images qui sont de plus en plus fines, qui sont de plus en plus précises. Et ensuite, vous avez votre rôle de sélectionneur. Vous devenez un DJ des créations de l'intelligence artificielle. Vous sélectionnez l'image qui vous va le mieux, voire vous rebondissez dessus et vous lui demandez de repartir de cette image et de l'affiner, de la compléter avec des éléments supplémentaires. Petite question d'actu, notamment puisque DALL-E a été développé par OpenAI et Elon Musk. Il est lycément partout en ce moment, Elon Musk, avec Twitter sur la liberté d'expression. Ça veut dire qu'avec OpenAI et les versions successives de DALL-E, il veut mettre un pied dans la liberté de création ? C'est une vaste
question. On a beaucoup parlé de liberté de création, liberté d'expression avec les tentatives de rachat d'Elon Musk sur Twitter. Il y a clairement une intention économique autour du rachat de Twitter par Elon Musk qu'on pourrait largement développer, mais à part cela, effectivement, les intelligences artificielles, DALL-E, GPT-3 et d'autres, parce qu'il y a une myriade, Google est très actif, ils ont développé Gopher, ils ont développé d'autres intelligences, Lambda, qui est probablement celle qui est la plus avancée aujourd'hui, et ces intelligences artificielles vont être des moyens de création qu'on va retrouver dans les métavers, sous la forme de NFT, mais aussi sous la forme d'objets de différentes formes sur les réseaux sociaux, dont potentiellement Twitter. Donc, est-ce qu'à un moment donné, tout cela va converger ? Est-ce qu'on va retrouver sur Twitter des systèmes de NFT, de monétisation de ces créations ? Peut-être. C'est peut-être l'intention aussi d'Elon Musk pour valoriser Twitter s'il parvient à l'acheter. Ouais, c'est l'énigme à pouvoir réussir à craquer. Je crois que vous n'utilisez pas DALL-E pour le coup, Yacine, mais une autre intelligence artificielle aussi en image tout texte qui est générée à partir de Google. Oui, absolument. Ce qu'on appelle les Google Collabs, c'est donc ces espaces sur le cloud, parce qu'effectivement, ça nécessite des puissances de calcul qui sont absolument à la portée d'aucune bourse, mais ne serait-ce d'aucun espace, d'avoir tous ces composants, ces cartes graphiques, etc. Et effectivement, et comme disait Michel, en fait, il y a une myriade de systèmes différents. Les façons de dialoguer sont un petit peu les mêmes. Alors, quand on ajoute en plus la dimension visuelle, on peut être aussi assez fin dans les demandes qu'on peut faire de propositions, par exemple sur les angles de vue, sur le style aussi, parce qu'effectivement, une île est une île, mais une île vue par Renoir n'est pas la même chose que vue par Miyazaki. Et pourtant, Renoir, qui n'a jamais eu un ordinateur devant les yeux, peut être dans la façon d'alimenter l'IA, croisée avec une vision 3D de la profondeur de champ, etc. Donc c'est là où en fait on va pouvoir faire dialoguer non seulement l'IA, mais aussi tous les composants de cette histoire de l'art, nos propres références et l'art digital dans tout ce qu'il a amené, dans le rapport au réel, dans le travail sur l'image, sur la 3D, sur les angles de vue, etc. Donc c'est ce mélange-là en fait qui génère des choses vraiment étonnantes. Quand on est soi-même étonné, c'est hyper plaisant. C'est-à-dire des choses effectivement qu'on n'aurait pas imaginées, mais du coup qu'on remet dans la machine, dans sa propre machine, dans sa propre imagination, pour aller encore plus loin avec l'IA. Donc c'est absolument passionnant, c'est vertigineux. Et il y a cet échange aussi, c'est à un moment donné de pouvoir proposer au public quelque chose qui est issu de ce dialogue. Encore une fois, c'est pas que de l'IA, c'est l'IA maîtrisée avec un propos, et de voir comment ça le fait réagir également par rapport à son propre imaginaire. Et moi, j'aime beaucoup faire dialoguer, par exemple, là en ce moment, je fais des expérimentations entre l'Art Nouveau, Alphonse Mucha, qui a nourri mon enfance et mon travail de jeune artiste, avec les architectures futuristes de Zaha Hadid dans des univers complètement imaginaires d'îles. Les îles reviennent souvent, et c'est pas un hasard, on pourra en parler. L'archipélisation du métavers, c'est une notion qui est très importante pour nous. Mais effectivement, ça ouvre des possibles, et vous savez, le principe de l'imaginaire, c'est qu'une fois qu'une idée est plantée dans votre tête, vous pouvez plus la ressortir. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer là aujourd'hui. Et ces idées qui infusent justement, elles peuvent justement le faire grâce au métavers que vous créez. Encore une fois, on disait en première partie d'émission que vous avez vécu toutes ces étapes de transition, de changement technologique pour pouvoir approfondir l'immersion et la création dans cette immersion. Aujourd'hui, Elix, qui est donc le personnage que vous avez créé il y a plusieurs années maintenant, qui a suivi aussi toutes ces étapes, qui est l'ambassadeur digital des Nations Unies, il nous emmène dans ce métavers et dans cet archipel, parce que c'est aussi pour vous une façon de nous prendre par la main, d'avoir ce personnage qui est un Pinocchio digital quelque part et qui nous entraîne dans ces aventures
pour pouvoir avoir un impact dans la vie réelle. Exactement. Et Elix lui-même est issu, je vais raconter l'histoire très très rapidement, mais il est issu déjà des premières générations du digital, parce que moi pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé sur des installations immersives, des spectacles qui utilisaient énormément de projections. On a inventé ce qu'on appelle le mapping vidéo, les projections d'images sur des volumes, sur des espaces, etc. Et puis la technologie qu'on utilisait a été revendue, donc ça veut dire que du jour au lendemain, finalement, on a tout un pan des outils qu'on utilise qu'il faut remettre à jour. Et c'est le moment aussi où il y a l'émergence des réseaux sociaux, et je me suis senti un petit peu comme les peintres impressionnistes devant le tube de peinture. C'est-à-dire que le smartphone a été le tube de peinture qui m'a permis de sortir de mon atelier digital et d'aller créer sur le motif, disaient les impressionnistes, mais moi dans la rue, ce que j'appelais le digital street art. Et effectivement, Elix était un personnage dessiné parce que le dessin parle à tout le monde et que sur les réseaux sociaux, on n'a que quelques secondes d'attention, mais non seulement il parle à tout le monde, mais tout le monde dans le monde. Tout le monde a dessiné, tout le monde a été un enfant, tout le monde a cette relation avec le dessin. Et je le mettais en scène un petit peu sous cette forme de réalité augmentée low-tech, incarnée dans la ville. Et Elix a suivi son chemin. Effectivement, cette image de Pinocchio, je l'aime bien parce que d'un pantin de bois, il termine petit garçon. Et Elix est ce personnage dessiné qui est en train de rentrer dans le métavers et qui, à terme, sera totalement autonome via une intelligence artificielle et dans un univers qui sera, de toute façon, on l'a vu avec votre sujet, c'est-à-dire qu'on rentre dans un monde dans lequel la fiction et le réel sont en train de cohabiter dans des nouveaux univers. Pour autant, effectivement, il y a un certain nombre de valeurs. On a parlé d'éthique tout à l'heure. Il y a un certain nombre de scénarios qu'on n'a pas envie de voir advenir. Et là-dessus, on est quand même, on ne va pas parler de blockchain, mais on a besoin d'une confiance collective. C'est ce que la blockchain incarne. Mais l'incarnation, ça passe aussi par des personnages. C'est pas un hasard si... pareil sur les NFT, on a aujourd'hui en fait une explosion de ces personas virtuels. Alors ce que j'avais pressenti avec Elix en 2011 et qui est en train de rentrer dans ces métaverses. Et qui dit métaverse, ça c'est sur la question de l'identité. On va parler d'espace, on va parler de spatialisation. Donc là on ouvre l'Elix Island qui est la base de notre site internet. C'est-à-dire que le site 2D qu'on a connu pendant 15 ans va petit à petit s'effacer au profit d'espaces qui seront en fait des sites d'information, qui seront alimentés dans le travail effectivement dont on a parlé avec les intelligences artificielles, mais le développement de ce métavers est vraiment un nouveau territoire qui sera en capacité également à générer un système différent, et c'est là où ça nous intéresse de le croiser avec les objectifs de développement durable. Et on voit ces images absolument spectaculaires de ces îles, de cet archipel dont vous parlez il y a encore un instant, cet archipel qui va héberger Elix, qui va héberger son travail et son impact aussi, toute sa force d'impact pour pouvoir mettre à jour ses objectifs de développement durable avec les Nations Unies. Comment est-ce qu'on arrive à remettre les mains dans le cambouis une fois qu'on est dans ces univers virtuels? Parce qu'encore une fois, on le disait, Elix, il a un but qui est très pragmatique, qui est d'entraîner justement tous ces citoyens, ces citoyennes, petits ou plus grands, à pouvoir œuvrer pour les objectifs du développement durable, et pas que, d'ailleurs. On peut avoir la tentation de laisser partir l'imaginaire tellement loin qu'il resterait dans le virtuel, Michel, parfois? On peut, bien sûr, on peut, et c'est parfois jouissif. Dans le cadre du travail que je mène, en fait, le point de départ de cette histoire est l'usage de cette méthodologie qui permet de construire des scénarios potentiellement futurs. C'est une méthodologie qui part, pour dire les choses simplement, de différentes tendances. Et vous croisez les tendances et ensuite, par combinatoire, vous imaginez des mondes possibles. Un monde virtuel, un monde au contraire bien réel et qui utilise moins en moins de ressources, etc., etc. Et donc, en partant de ce constat-là, très vite, je me suis dit... D'abord, j'ai très envie d'écrire sur ces mondes-là. C'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, je me suis mis un peu dans la peau d'un chercheur en prospective qui, dans son université à Oxford, là où d'ailleurs on enseigne le scénario planning, qui est cette pratique de la construction des scénarios, va commencer à travailler sur ces différents scénarios. Et tout d'un coup, au fur et à mesure aussi de mes travaux avec des entreprises, des échanges, est venue cette idée simple que l'IA pouvait aider à
faire de la combinatoire et à créer des scénarios, ou en tout cas à aider à créer ces scénarios. Donc j'ai voulu injecter cette idée-là dans l'écriture. Sauf que GPT-3, ce fameux outil dont on parle depuis tout à l'heure, est arrivé sur le marché, ouvert à une partie du public. Et donc j'ai commencé à utiliser l'outil. Et je me suis rendu compte que, en réalité, la fiction que j'écrivais était en train de rejoindre la réalité, qui est très souvent le cas quand on fait de la prospective d'ailleurs. Et je me suis dit, mais en fait, je vais non seulement utiliser l'outil pour continuer ma rédaction, mais en plus, je vais injecter cette idée à l'intérieur de cette histoire. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de ce chercheur qui va progressivement avancer dans le temps et avancer dans les technologies, utiliser évidemment l'IA, mais demain utiliser aussi la réalité virtuelle, la réalité augmentée pour parcourir en fait ces archipels futurs, un peu comme Ulysse, à part qu'il va le faire dans des mondes virtuels et il va vivre ces différents futurs possibles. Et bon, je ne dévoile pas la fin parce que de toutes les manières, elle n'est pas encore dévoilée. Mais à un moment donné, le réel rejoint le virtuel. Et donc, on s'y plonge et parfois, peut-être, on s'y perd. Bon, je ne sais pas qui t'y souhaite ça toi, là, vous attendant comme Pénélope sur le rivage, mais bon, on le fera peut-être pour une autre fois. Ulysse aurait pu dire GPT-3. C'est pas faux, absolument. Dernière question avec vous, Yacine, parce que l'idée, justement, aussi de pouvoir nous embarquer dans ces univers virtuels, dans ces métavers, d'utiliser des concepts Web3, des NFT, des cryptos dans l'univers que vous êtes en train de créer, c'est aussi se rappeler que on est en train d'aller vers une nouvelle économie de la création, mais qu'elle peut être aussi plus sobre. Est-ce que, absolument, en ce moment, il y a aussi ces critiques qui sont adressées sur les développements du Web3 qui seraient plus énergivores que les technologies actuelles? Est-ce qu'on peut imaginer, dans ces futurs possibles, un Web3 moins énergivore by design? Alors absolument. En très mauvais franglais. Non, mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment le point clé. Et d'ailleurs, on commence un travail de recherche sur ce sujet avec PwC parce qu'il y a un vrai nœud à cet endroit-là. Il faut quand même rappeler des choses importantes. 50% des gaz à effet de serre sont émis par 10% de la population mondiale. C'est quand même, c'est pas enfin, c'est pas tout le monde. Il y a une injustice totale dans le monde par rapport à ça, et dans une société, on l'a dit tout à l'heure, qui est basée sur la consommation peut-être excessive, une société de loisirs, etc., et qui est en fait celle aussi qui est en train de rentrer dans le métavers. La question de la sobriété énergétique est une vraie question, mais il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée n'est pas de superposer un monde qui est déjà beaucoup trop énergivore avant même le Web3 et de dire on est en train de rajouter une goutte supplémentaire alors on n'en a vraiment pas besoin. En revanche, si on pense qu'effectivement il y a un basculement et un remplacement d'un certain nombre d'activités, on l'a vu pendant le Covid. Pendant le Covid, le monde a été bloqué, lockdown obligatoire. Évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, mais on a eu 7% de diminution des gaz à effet de serre globalement, alors qu'on n'a jamais autant utilisé de numérique et que c'est peut-être ce qui a permis aux entreprises et au monde de ne pas sombrer dans une crise comparable à celle de 1929. Donc évidemment que l'émergence, et cette émergence, elle consomme de l'énergie pour une part, mais c'est un autre sujet parce que c'est aussi une consommation qui réduit drastiquement et très rapidement, et beaucoup plus rapidement que les autres industries, mais c'est également peut-être à création de valeur égale, c'est ça qu'il faut comparer, c'est-à-dire que le remplacement de certaines, ou la transformation de certaines activités, et c'est là-dessus comptable, peut être également beaucoup plus rapide que les transitions de sobriété qui sont proposées. Parce que c'est évidemment cet objectif, c'est-à-dire que cette sobriété s'accompagne en parallèle d'une abondance absolue qui est celle de l'imaginaire. Donc en fait, on est peut-être en train de basculer de cette révolution industrielle grise, noire, en tout cas avec ses externalités négatives qu'on paye au centuple tous les jours, vers une nouvelle révolution industrielle basée sur, pour le coup, la matière grise, l'imaginaire, dans des formes d'échanges dématérialisés qui peuvent également générer et produire de la valeur. Et c'est un nouveau monde. Et c'est évidemment ça qui nous intéresse. C'est quelque chose qui s'écrit, qui s'accompagne et qui a besoin également des bonnes métaphores, c'est-à-dire des bonnes analogies pour qu'on ait envie d'y aller. Parce que ce sera mieux par le désir et pas par la peur. Et c'était une parfaite conclusion. Oui à l'abondance des imaginaires, oui à la sobriété énergétique de ces technologies qui vont nous permettre d'envisager ces futurs possibles et ces futurs souhaitables. Encore une fois,
à vous, citoyens et citoyennes, d'avoir le Final Cut. Merci infiniment, Yacine Haït Kassi, d'être passé par, évidemment, le plateau d'École du Futur. D'ailleurs, tout court, on devrait dire des futurs désormais. Michel, je vous comprends absolument. Merci à Michel Lévy-Provençal de nous avoir dressé cette odyssée, de nous avoir embarqué avec vous, tel des Ulysses des temps modernes. Merci, Damien Douani, pour tes idées et tes métavers, évidemment, comme d'habitude. Tes métavers, je les mets au pluriel aussi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Allez, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de l'École du Futur.